Alors, la hausse des taux, on va continuer à en parler. Est-ce que c'est une opportunité ou un fléau? C'est vrai que le grand public a tendance à imaginer que c'est plutôt un fléau. Qu'en est-il pour les deux dirigeants qui vont nous rejoindre sur ce plateau, Mathieu Genessé et Mehdi Rachedi de H2O, que je vous demande évidemment d'applaudir chaleureusement. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous. Je vais te laisser poser beaucoup de questions intelligentes dans un instant. Juste une première question sur la situation de votre société. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, donc on brûle d'envie d'avoir votre regard là-dessus. Mathieu, peut-être. Oui, alors on a eu un premier remboursement des Side Pocket qui a été une bonne nouvelle pour démarrer l'année, et également la nouvelle de l'AMF que l'on a intégrée, et on a réussi à communiquer à nos clients sur le fait que les sanctions qui étaient implémentées, donc on allait faire appel, et que les griefs retenus étaient des griefs principalement techniques et qu'il n'y avait pas de fraude, et que la gestion des portefeuilles pouvait continuer de manière totalement, je dirais, liée à ce qu'on a fait dans le passé. C'est un processus d'équipe collégiale, les équipes travaillent ensemble, donc les décisions de gestion, la manière de construire le portefeuille est inchangée aujourd'hui. Question par rapport à ça, cet appel est suspensif du remboursement des Side Pocket, par exemple, ou seulement suspensif des sanctions? Enfin, ce n'est pas suspensif sur le remboursement, il n'y a pas de lien entre les deux sujets. Effectivement, on a commencé l'année avec une bonne nouvelle, puisqu'on a eu la nouvelle sur les premiers remboursements. Et dans la soirée, on a appris la décision de l'AMF, une décision qu'on respecte, on respecte la procédure. On va faire aussi valoir nos convictions auprès du Conseil d'État, puisque, comme l'a dit Mathieu, ce sont des griefs essentiellement techniques. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de malversation, et ça nous paraît injustifié, en tout cas, c'est notre point de vue. Maintenant, on respecte la décision de l'AMF. Ce qui est important, je pense, pour nos investisseurs, pour nos clients, c'est que l'impact de ces décisions est assez faible, finalement, sur la société H2O, que ce soit sur l'aspect financier, puisque des réserves ont été constituées, également sur l'aspect gestion, puisque la société s'appelle H2O et pas Crast Asset Management. Donc, c'est un processus de gestion qui est collégial. Et d'ailleurs, vous le voyez dans la performance des produits l'an passé. Multibonds, qui est le fonds historique qui était géré par Bruno, effectivement a une très belle perf, mais les autres fonds également. Et donc, ce qui importe pour nous, c'est que les vues d'H2O continuent finalement à être diffusées dans l'ensemble des produits. Et c'est ce qui se passera. Bruno reste au sein de la société. Et vous pouvez imaginer, vous le connaissez bien, il est plus motivé que jamais. Bon, on vous sent extrêmement serein, en tout cas. Donc ça, c'est très bien. Les Side Pocket, actifs liquides bloqués, mais tout le monde le sait, mais je le rappelle. Juste une première question très, très large, parce que ce mouvement de hausse des taux, il a été très, très brusque. C'est une montée que peut-être beaucoup d'entre nous, en tout cas, n'avions pas vu arriver. Comment vous l'avez vécu, vous, ce mouvement ? De manière assez simple, l'inflation, c'est une opportunité comme tout événement de marché quand on l'anticipe. Et c'est une contrainte lorsque on n'a pas pu l'anticiper, qu'on court après parce que le train est en marche. Donc, chez H2O, en fait, dès l'été 2010, donc en pleine crise Covid, on a communiqué sur le fait que la sortie du Covid, la sortie des chèques des gouvernements, la sortie de cet assouplissement monétaire allait se faire dans un environnement inflationniste. Donc, on a progressivement fait évoluer nos portefeuilles. Et je dis progressivement parce que c'est un réflexe totalement opposé en termes de construction de portefeuille, de passer de la déflation à l'inflation, de 12 ans d'assouplissement monétaire à la contraction monétaire. Donc il faut remanier les portefeuilles, ce qu'on a fait depuis l'été 2010, qui nous a permis, en fait, au moment où les taux ont commencé à remonter, d'avoir des portefeuilles qui ont pu bénéficier de la hausse de taux, un petit peu moins d'obligataires, un petit peu plus de devises et implémenter des stratégies d'arbitrage. Mehdi ? Oui, c'est vrai que très tôt, comme le dit Mathieu, ce thème de l'inflation, c'est un thème qu'on a implémenté dans les portefeuilles. On en parle depuis longtemps chez H2O, post-Covid finalement. Et ça nous a permis de bien prendre ce virage-là dans les différents portefeuilles. Mais vous l'aviez anticipé, c'est-à-dire que... Pardon Philippe, je reviens vers toi. On était tellement déshabitués à l'inflation, on voit
Il m'arrive très souvent de rencontrer des patrons qui disent « nous ne savons pas gouverner en temps d'inflation parce que les grosses périodes d'inflation, c'est les années 70, 80 et on redécouvre ça ». Vous aviez anticipé et vous avez du coup les outils qui vous permettent de suivre le mouvement. Oui, en fait, c'est une question d'outils, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir être sur toutes les classes d'actifs, il faut pouvoir être très flexible sur son allocation obligataire. On a pu avoir des portefeuilles qui ont été négatifs en sensibilité, donc c'est-à-dire performer lorsque les taux remontent, et également anticiper les vitesses de banque centrale, parce que l'inflation d'une part et la hausse de taux, ça entraîne de la volatilité qui est élevée et des vitesses différentes. Donc il faut essayer un petit peu de jongler entre la Fed, la BCE, et essayer d'allouer des portefeuilles de manière un petit peu différente. Donc on a commencé à se protéger d'abord sur la hausse des taux aux États-Unis, puis sur la hausse des taux en Allemagne, et même à la fin de l'année, on a commencé à se protéger aussi sur la hausse des taux au Japon, qui est le dernier pays un petit peu cœur à rejoindre le train de la sortie de l'assouplissement monétaire. Philippe. Alors par rapport à ça, est-ce qu'il y a plusieurs sources d'inflation au travers le monde ? Et est-ce qu'il y a différentes manières d'anticiper les conséquences de cette inflation ? Je pense qu'aujourd'hui, chez nous, on est dans une inflation qui est liée aux matières premières, beaucoup. Est-ce qu'il y a des manières d'anticiper les conséquences de cette inflation différemment dans votre gestion ? Oui, alors après, j'ai une question sur les banques centrales. C'est vrai que sur l'inflation, il faut se poser la question, est-ce que ça va durer et où est l'inflation aujourd'hui ? Donc nous, on pense qu'elle va durer. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un marché qui est indépendamment de tout scénario, indépendamment des banques centrales. Il y a une pression inflationniste puisqu'il y a une transition écologique. Donc il faut la financer, ce sont des dépenses d'investissement majeures. Il y a des dépenses au niveau des défenses des États. Donc pareil, c'est une pression inflationniste. Et on est sur une régionalisation du monde où on a de multiples pôles qui vont se recréer, alors qu'avant on avait quelques grands pôles. Donc ça réindustrialise certains pays et ça crée une pression inflationniste. Donc, mais un peu inflationniste sur les salaires, là, pour le coup, dans ces cas-là. Donc ça crée une inflation qui est assez globale, qui est et au niveau des matières premières et au niveau des salaires. Et elle est là pour durer. Donc en fait, il y a le niveau qui va rester élevé et il y a les composants qui sont, on va dire, doubles, donc salaire plus matières premières. Et donc, comme ça va durer, ça veut dire qu'il faut rester dans une allocation qui protège sur un niveau d'inflation qui va être globalement plus élevé que ce qu'on a eu pendant des années. Donc nous, comment on voit ce mécanisme d'inflation ? Il faut regarder 2022 par rapport à 2023. 2022, on avait des chocs très différents par zone. Donc les États-Unis, c'était une pression sur les salaires et sur le marché des travailleurs. En Europe, c'était la crise énergétique et l'Ukraine. Au Royaume-Uni, c'était les travailleurs et également la crise énergétique. Et puis en Chine, on avait le Covid. Et en fait, cette politique de zéro Covid, aujourd'hui, ces forces, elles sont en train de disparaître. C'est-à-dire, la Chine réouvre, la crise énergétique, elle est toujours présente, mais le prix des matières premières baisse quand même un petit peu depuis la dernière partie de l'année. L'emploi reste assez fort et on a une épargne qui a finalement réussi à protéger le marché en 2022, puisqu'il y avait beaucoup de vents contraires, mais il n'y a pas eu de récession grâce à l'épargne et à l'investissement. Et donc 2023, on ne pense pas qu'on va avoir une récession imminente, puisqu'on reste dans cette épargne massive qui représente 8% du PIB, donc ça joue le rôle d'amortisseur. Peu importe, on va dire, l'évolution de l'inflation qui va être élevée, mais qui peut légèrement baisser, puisque ça va dépendre des matières premières et des salaires. Mais tant que l'emploi tient et tant que l'endettement reste mesuré, dans le sens où le remboursement de l'endettement par les États ou le remboursement de l'endettement par les entreprises est possible, il n'y a pas d'irrationalité sur l'endettement, à partir du moment où vous avez une croissance nominale qui est supérieure à votre taux de remboursement, vous pouvez rembourser vos emprunts, et c'est ce que fait l'Italie. La dette sur PIB a plutôt tendance à baisser parce que la croissance nominale reste forte. Donc sans irrationalité sur les marchés en termes de dette, avec un marché de l'emploi fort, même si l'inflation reste élevée, pour l'instant, pas de choc récessionniste à attendre sur la première partie. Ça vous semble très contrôlé, si je résume. C'est-à-dire que, et puis, si on le compare à d'autres inflations, il y a la bonne et la mauvaise inflation, un peu comme le cholestérol. Là, on est plutôt dans de la bonne inflation. Exactement. D'accord. On va marquer une toute petite pause publicitaire et puis on poursuit notre discussion. Pause avec le Crédit Suisse. Crédit Suisse a annoncé fin octobre 2022 la mise en place d'une nouvelle stratégie visant à se recentrer et se focaliser sur les activités historiques de la banque qui en ont fait son succès, c'est-à-dire la banque privée, la gestion de patrimoine et toutes ses activités connexes. Les produits structurés
sont aujourd'hui un élément à part entière de cette nouvelle stratégie. Et nous sommes ravis de vous annoncer qu'en janvier 2023, de nouvelles personnes nous rejoignent pour accompagner au mieux nos différents partenaires. Voilà, question sur la corrélation des classes. On parle de corrélation depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une vraie corrélation ou est-ce qu'il y a une décorrélation totale entre le marché des obligations et des actions aujourd'hui ? Je vais vous dire la manière dont je vois les choses. On a eu une anomalie sur les marchés entre 2009 et 2021 où, effectivement, quand il y avait un choc sur les actions, les obligations performaient de manière systématique. Donc, il y avait le côté amortisseur et couverture où il fallait avoir des obligations pour protéger des portefeuilles. Donc, il y avait une allocation, on va dire, un petit peu par défaut, qui est ce qu'on peut mesurer comme une corrélation négative. Aujourd'hui, c'est ce caractère systématique de protection des obligations qui est remis en cause. C'est-à-dire que cette corrélation est instable. Du fait de la hausse des taux. La hausse des taux fait que l'obligataire n'est pas finalement, n'est pas aussi la contrepartie du risque de l'action. Exactement, ce n'est plus la contrepartie, ça ne marchera plus de manière systématique. Donc vous allez avoir des chocs actions où les obligations vont performer, ou peut-être elles ne performeront plus. Et donc ça remet en cause une allocation un petit peu par défaut sur la classe d'actifs obligataires, surtout dans un marché où l'obligataire délivre moins que l'inflation. Il faut voir que les États-Unis ne pourront pas se permettre de garder ou d'essayer d'engendrer un taux réel positif parce que l'endettement est assez élevé. Donc quand vous avez une classe d'actifs qui délivre moins que l'inflation et qu'elle ne vous protège plus de manière systématique puisque vous avez une corrélation instable entre les obligations et les actions, il faut trouver d'autres sources, ce que l'on met en avant chez H2O au niveau de l'arbitrage, pour diversifier les portefeuilles de manière indépendant de la trajectoire des obligations et indépendant de la trajectoire de cette corrélation, ce qui est le marché qu'on a eu avant 2009. C'était plutôt une anomalie, on revient à une moyenne de marché où les corrélations bougent, elles sont instables entre les obligations et actions, voire légèrement positives. Et ça, vous aimez ça ? Alors nous, on aime ça parce que c'est vrai que c'est un environnement comme tout. Quand c'est plus compliqué sur un actif, c'est plus simple sur un autre actif. Donc là où c'est plus simple aujourd'hui, ce sont sur les devises. Puisque les devises, c'est un petit peu un proxy de taux réel positif. Donc il faut être sur des classes d'actifs qui ont plutôt un taux réel positif. Donc il y a les actions et il y a les devises. Et sur les devises, sur l'arbitrage, il y a énormément de choses à faire. On voit qu'on revient sur un marché où ce sont les devises qui bougent beaucoup plus. Non seulement le dollar, on a vu qu'il y a eu un grand mouvement de hausse, puis maintenant qui commence à baisser. Donc on s'attend à ce que le dollar reste faible. Et comme c'est une devise de réserve, comme c'est une devise majeure, lorsque le dollar s'affaiblit, il a tendance à s'affaiblir contre toutes les devises. Et donc, il faut faire attention à ce marché qui a, l'année dernière, acheté du dollar parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Ces incertitudes, aujourd'hui, on les connaît. Donc, il y a moins de flux de dollars pour des raisons de protection. Et le dollar, depuis le début octobre, baisse. Et c'est une des stratégies qu'on a dans notre portefeuille. Donc, du taux réel positif, de l'arbitrage. Et sur l'obligataire, ça veut dire que ce n'est pas une classe d'actifs à oublier, mais il faut faire de l'obligataire de manière un petit peu différente. Donc, ce n'est pas juste quelle est la sensibilité totale de mon portefeuille et puis on ne bouge pas. Là, il faut être un peu plus opportuniste, c'est-à-dire bouger les durations de manière assez rapide et puis regarder les pays les uns par rapport aux autres et regarder les courbes. Il y a beaucoup plus de mouvements aujourd'hui sur les courbes de taux, maturité courte contre maturité longue, que sur la direction des taux, puisque c'est toujours très compliqué de savoir le taux terminal des banques centrales. Alors, vous continuez à voter. Je vois que vous êtes très nombreux à nous suivre et très nombreux à voter sur notre sondage en ligne. Qu'anticipez-vous en termes de politique monétaire en 2023 ? Et vous voyez, ça va vous intéresser d'ailleurs, le résultat est assez marqué pour l'instant. 1 à 2 hausses de taux à 67%, plus de 2 hausses. Les baisses, vous le voyez, recueillent quelques miettes, 2% pour 1 à 2 baisses et plus de 2 baisses, 2% également. On va parler maintenant de vos produits, des produits que vous voulez mettre en avant. Mehdi, peut-être. Oui, sur les produits, déjà, ce qui est une chose importante, c'est par rapport au discours de Mathieu, c'est que nos fonds apportent une vraie décorrélation par rapport aux classes d'actifs traditionnelles. Et on le démontre depuis plus de 30 ans. On l'a démontré en 2018, on le démontre encore l'an passé. On est une véritable source de diversification au sein d'une allocation d'actifs. Et c'est ce en quoi je pense qu'H2O est clé dans une allocation et vraiment nos stratégies d'arbitrage apportent cela. Après, il faut choisir en fonction de son profil de risque, bien sûr, et son horizon d'investissement. Il y a le fonds flagship, j'ai envie de dire, de la maison, qui est H2O Multibond. Donc là, vous n'avez pas de moteur action. Vous êtes vraiment décorrélé structurellement des marchés actions et vous bénéficiez du moteur d'arbitrage
d'H2O historique. C'est à peu près entre 12 et 14% annualisé depuis plus de 30 ans. Ce n'est pas Multibonds, mais la stratégie obligataire. Voilà, exactement. 25% l'année dernière. Et après, si vous voulez ajouter dans ce monde justement inflationniste une classe d'actifs qui pour nous a beaucoup de sens, la classe d'actifs action, en arbitrage, vous avez la possibilité d'utiliser H2O Moderato, donc un profil un peu moins risqué, et qui vous offre également ces actions, mais toujours cette idée d'arbitrage des actions, par exemple les cycliques contre des valeurs de croissance plutôt petites et moyennes valeurs américaines. Donc vous avez cette possibilité-là avec un peu moins de direction sur les marchés actions. Donc voilà, le message moi, que j'ai envie de faire passer à nos investisseurs qui nous font confiance depuis longtemps et qui peut avoir des questions d'ailleurs légitimes par rapport à tout le bruit médiatique qu'il y a autour de nous, c'est vraiment qu'ils regardent les chiffres. Voilà, les chiffres sont têtus. Hein. Et on démontre depuis 2 ans, avec les side pockets, etc., bien qu'on ait ces sujets-là, on démontre depuis 2 ans que nous performons, bien qu'on n'ait pas forcément, nous, H2O, en tant qu'entité, le vent dans le dos, mais on a plutôt le vent de face. Et ça continuera parce qu'on a un process de gestion qui est unique et qui a su faire ses preuves. Le mot de la fin, Philippe. On voit en tout cas un optimisme partagé. Tout le monde est optimiste autour de ça. Oui, tout à fait. C'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs. Non, je retire ce que dit Mehdi. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Effectivement, H2O et le Multibonds est un des paniers qu'il faut avoir dans ses mains. Et donc voilà pour une bonne allocation d'actifs. Merci beaucoup. Le résultat peut-être la liquidité. Ça, c'est bon. Bien sûr. Le résultat du sondage peut-être, mais je crois que ça n'a pas beaucoup bougé par rapport à tout à l'heure. C'est assez net. Vous voyez, voilà, c'est très net. 1 à 2 hausses de taux, ce qui rejoint d'ailleurs à peu près le discours que vous nous avez tenu. Donc, je pense que les CGP qui nous regardent sont alignés, 1 à 2 hausses de taux pour l'année 2023. On va marquer une petite pause avant d'accueillir un homme extraordinaire qui est auteur, chroniqueur, animateur, fondateur de Columbus Café. Il connaît par cœur le monde de l'entreprise. Il a un regard qui, vous allez le voir, est parfois un petit peu décalé. Je suis sûr qu'il vous intéressera. Il s'agit de Philippe Bloch, qu'on accueille dans quelques minutes. À tout de suite. Alors, à quelle métamorphose assisterons-nous chez Exane Asset Management en 2023 ? Eh bien, je suis désolée de vous l'apprendre, il n'y aura pas de métamorphose chez nous en 2023. Nous faisons partie des sociétés de gestion qui prônent la stabilité et donc nous allons continuer dans cette voie-là. Nous allons continuer de nous concentrer sur notre savoir-faire historique. Nous allons continuer de nous concentrer sur l'amélioration de nos process de gestion des risques. Et tout ça pour une seule raison, vous assurer une année 2023 en toute sérénité avec Exane Asset Management. Et pour cela, bien évidemment, nous parlerons du fonds Exane Pléiades, notre solution cœur. Nous sommes sur un actif décorrélé des classes d'actifs traditionnelles, donc que ce soit marché action, marché taux, avec une vraie philosophie de préservation du capital, même si toutefois le capital n'est pas garanti. Et donc n'hésitez pas en 2023 à nous contacter.